Les autorités locales d'une ville dans la région de Kharkiv en Ukraine accusent les forces russes d'avoir fait usage de munitions au phosphore blanc, des armes interdites contre les populations civiles. Le gouvernement allemand a annoncé ce dimanche un nouveau plan d'aide pour atténuer les effets de l'inflation, un plan à 65 milliards d'euros. Alors que 32 réacteurs sont actuellement à l'arrêt en France, EDF s'engage à relancer l'ensemble du parc nucléaire d'ici à février 2023. Référendum historique au Chili, 15 millions d'électeurs étaient appelés à se prononcer pour ou contre l'adoption d'une nouvelle constitution. L'armée ukrainienne accuse la Russie d'avoir à nouveau eu recours à des bombes au phosphore blanc. L'utilisation de ces armes contre les populations civiles est interdite par une convention internationale signée par les deux belligérants. Selon les autorités locales, ces bombes auraient notamment été larguées sur le village de Bezruki dans la région de Kharkiv où 16 maisons ont été détruites dimanche. Ces 3 derniers jours, les forces d'occupation se sont déchaînées. Elles ont tiré beaucoup d'obus sur des villes. Elles n'en avaient pas tiré autant depuis les premiers jours de la guerre. Ce qui impressionne, c'est que cette nuit, l'ennemi a utilisé des munitions au phosphore blanc sur des infrastructures civiles. Ces attaques n'ont fait aucune victime, la plupart des résidents ayant déjà fui. D'après l'Ukraine, la Russie a plusieurs fois utilisé ces armes pouvant provoquer des brûlures très graves. En mars dernier, le maire d'Irpin, près de Kiev, a dénoncé leur utilisation sur sa ville. Aucune enquête internationale n'a pour le moment confirmé ces accusations. Le gouvernement allemand a annoncé ce dimanche un nouveau plan d'aide pour tenter d'atténuer les effets de l'inflation. Il s'agit du 3e plan d'aide en Allemagne depuis le déclenchement par la Russie de la guerre en Ukraine fin février dernier. Ce plan est d'environ 65 milliards d'euros lorsque vous additionnez le tout et il s'agit d'environ 95 milliards d'euros si vous incluez les 2 premiers plans d'aide. Après des discussions compliquées au sein de la coalition au pouvoir, Berlin a finalement plaidé pour l'introduction au niveau européen d'une contribution obligatoire pour les entreprises du secteur énergétique qui pourrait rapporter plusieurs dizaines de milliards d'euros selon le ministère allemand des Finances. Nous utiliserons tous les milliards récoltés pour soulager les citoyens. Cela permettra d'avoir un approvisionnement de base en électricité à des prix plus avantageux. Initialement, le chancelier social-démocrate prévoyait de s'attaquer à la spéculation sur le marché de l'énergie et aux bénéfices exceptionnels réalisés par des producteurs qui profitent, selon les mots d'Olaf Scholz, de prix du gaz record. Il avait pour cela le soutien des écologistes, mais le camp libéral représenté par le ministre des Finances Christian Lindner s'y est farouchement opposé. Parmi les 65 milliards d'euros de mesures figure notamment un chèque énergie unique de 300 euros pour plusieurs millions de retraités et de 200 euros pour les étudiants. À noter également que le gouvernement prévoit un paiement des frais de chauffage pour les personnes qui bénéficient d'allocations logement et une enveloppe d'1,5 milliard d'euros pour financer une nouvelle aide sur les transports publics. Cette dernière doit permettre de remplacer le fameux abonnement à 9 euros par mois en vigueur jusqu'à fin août et qui permettait d'utiliser le réseau de bus et de trains hors ligne à grande vitesse. La France va-t-elle connaître des coupures d'électricité cet hiver? C'est en tout cas ce que veut éviter à tout prix le gouvernement. À l'issue d'un conseil de défense, la ministre de la Transition énergétique a assuré qu'EDF s'était engagé à relancer l'ensemble du parc nucléaire d'ici à la mi-février 2023. Sur l'électricité, vous le savez, 32 réacteurs sont à l'arrêt, dont certains pour corrosion sous contrainte et d'autres pour les maintenances habituelles. EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver. Nous suivons la situation au plus près avec des points hebdomadaires et nous sommes particulièrement vigilants à ce que ce calendrier soit tenu. Actuellement, presque toutes les centrales nucléaires sont concernées par la fermeture d'un ou plusieurs réacteurs. Mais selon les projections d'EDF, 27 réacteurs doivent redémarrer d'ici à la fin décembre, suivis de 5 autres entre début janvier et mi-février 2023. Toutefois, beaucoup s'interrogent sur la capacité de l'entreprise à tenir ce calendrier, notamment pour les 12 réacteurs arrêtés pour des problèmes de corrosion. Les réparer demande des opérations longues et complexes. Par ailleurs, d'autres problèmes pourraient être détectés entraînant la fermeture de nouveaux réacteurs, a alerté le président de l'autorité de sûreté nucléaire Bernard Dorotzuk.
La première ministre Elisabeth Borne a en tout cas pressé la direction d'EDF de trouver des solutions rapidement pour éviter de devoir redémarrer une centrale à charbon cet hiver. Cette baisse de production, couplée à une utilisation réduite du gaz russe dans les centrales thermiques, continue en tout cas de faire exploser les tarifs. Le prix de gros du mégawattheure a ainsi été multiplié par 10 en un an, atteignant les 1 000 €. Les autorités britanniques ont intercepté samedi dans la Manche une vingtaine d'embarcations avec à leur bord quelques 960 migrants. Selon le ministère britannique de la Défense, plus de 26 000 personnes sont parvenues à traverser la Manche depuis le début de l'année. Pour tenter de dissuader ces arrivées massives, le gouvernement entend transférer ces migrants au Rwanda. Mais à ce stade, aucun demandeur d'asile n'a été déplacé en Afrique après un jugement défavorable de la Cour européenne des droits de l'homme. En Italie, ce sont près de 460 migrants, dont 60 mineurs non accompagnés, qui ont atteint dimanche le port de Tarente, dans le sud du pays. Ces migrants avaient été secourus la semaine dernière par le navire Ocean Viking de l'ONG SOS Méditerranée. La plupart des rescapés sont originaires du Bangladesh et d'Égypte, mais aussi d'Afrique et du pourtour méditerranéen. C'était il y a 50 ans. Le 5 septembre 1972, plus d'une dizaine de sportifs israéliens étaient abattus lors des Jeux Olympiques de Munich. Baptisé les Jeux de la joie, l'événement avait pourtant démarré dans l'espoir de faire oublier ceux organisés par le régime nazi en 1936. Né cette même année, Gabor Ben-Seu travaillait pour la chaîne de radio-télévision SFP lors du drame de 1972 et en garde un souvenir vivace. Notre studio se trouvait presque en face de l'immeuble où cela s'était produit. Une caméra a immédiatement été placée sur le toit pour filmer ce qu'il se passait sur ce fameux balcon d'où sortait sans cesse cet horrible terroriste masqué. Jusqu'à ce que quelqu'un se rende compte que ce que l'on voyait était diffusé sur le réseau de télévision par câble du village olympique. Par conséquent, les terroristes se voyaient sur le moniteur et savaient exactement ce que l'on savait d'eux. Les tentatives de sauvetage et négociations engagées par la police ouest-allemande face aux assaillants palestiniens ont échoué et après une courte interruption et un hommage, les Jeux ont vite repris. L'ambiance joyeuse s'est arrêtée d'un coup, bien sûr. Mais les sportifs qui restaient concentrés sur la compétition ont continué à participer. Et la télévision a continué à travailler. Tout devait être diffusé. Les proches des victimes se sont battus pendant des décennies pour faire reconnaître les erreurs commises par la police et obtenir une compensation. Ils ont récemment accepté de participer à la 50e cérémonie suite à la promesse du gouvernement fédéral de leur verser une indemnisation de 28 millions d'euros. Les associations écologistes tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme en Amazonie. Le poumon vert de la planète connaît cet été des incendies records avec 18% de foyers en plus que lors de la même période l'année dernière. Pendant des jours, la ville de Porto Velho, la capitale de l'état de Rondônia, s'est réveillée immergée dans un nuage de fumée, une situation très difficile à vivre pour les habitants. Les incendies étaient gigantesques. Dès le lever de soleil, il y avait énormément de fumée. Le soleil était très rouge et très chaud. C'était horrible. Les feux se concentrent notamment dans une région située à la jonction de 3 États, l'Amazonas, l'Acre et Rondônia, une zone grande comme l'Espagne où les autorités brésiliennes ont lancé l'année dernière le projet controversé de zone de développement durable. Malgré cette dénomination, l'association Greenpeace assure qu'il s'agit avant tout de stimuler la production agricole et l'élevage, grignotant toujours plus sur les zones forestières. Les incendies et la déforestation de l'Amazonie ont très fortement augmenté depuis l'arrivée au pouvoir du président d'extrême droite Jair Bolsonaro en 2019. Cela a des conséquences catastrophiques pour l'ensemble de la planète. Depuis 2020, la forêt amazonienne ne joue plus son rôle indispensable d'immenses puits de carbone. Le poumon de la Terre émet désormais plus de CO2 qu'il n'en absorbe.